Bonsoir, prenez les places, les derniers qui arrivent. Depuis 2 ans, l'IA générative a littéralement bouleversé nos vies personnelles, professionnelles, et d'un point de vue cybersécurité, il y a eu beaucoup de questionnements, de craintes, mais dans tout ce panorama où vous êtes vraiment beaucoup questionnés, on a eu un partenaire qui a été là pour vous soutenir et qui vous accompagne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis vraiment particulièrement fière d'introduire en scène Paul Limantour, qui est le Chief Technology Officer de Microsoft. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette session. Je vais à la fois aborder un certain nombre de concepts, descendre un peu dans le détail parfois, parce que c'est nécessaire, je pense, d'ouvrir un peu le capot pour comprendre de quoi on parle quand on parle de sécurité. On va voir un peu plus généralement de l'approche que l'on peut avoir avec les modèles d'IA générative. Un premier point sur voilà, qu'est-ce qu'on va appeler une IA de confiance finalement, parce que si on prend un peu de recul, c'est ça l'objectif, c'est d'avoir confiance dans cette solution, cet usage IA. Deuxième, c'est peut-être de regarder justement comment on pourrait avoir une approche par les risques. Et pourquoi on a une approche par les risques qui peut être pertinente avec l'IA générative plus qu'avec d'autres technologies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement évaluer, atténuer ces risques et vous donner un certain nombre d'exemples de ce qu'on a pu mettre en place, développer avec Microsoft Research, qui travaille sur ce sujet bien avant l'IA générative, depuis un peu plus de 7 ans, avec une approche qu'on appelle IA responsable, qui inclut la sécurité, mais pas uniquement. Et puis terminer juste sur des perspectives aussi d'innovation. Voilà, on a annoncé un nouveau service d'inférence IA confidentiel la semaine dernière. Donc voilà, c'est une des pistes pour éventuellement travailler et remédier aux risques. Donc l'IA de confiance, dans notre vision, il y a trois volets finalement, et on va retrouver la sécurité. Mais je pense que dans l'IA, plus que encore dans d'autres domaines et technologies, c'est important d'y associer aussi d'autres composantes et de les traiter simultanément. La deuxième, c'est évidemment la confidentialité. Alors ça va toucher en partie la sécurité sur de la fuite de données par exemple, mais pas uniquement. C'est aussi dans les usages de données sensibles. Est-ce que j'ai confiance dans l'information ou est-ce que j'ai bien accès à la bonne information? Et puis la sûreté qui touche à est-ce que cette solution d'IA fait bien ce pourquoi elle a été conçue? Donc il y a un pan métier de sûreté, de est-ce que je suis bien en train de faire ce que je dois faire fonctionnellement, et qui a un pan évidemment sécurité, parce que si je fais sortir cette IA des rails, je peux potentiellement me retrouver dans une situation où je vais mettre en jeu cet aspect de sécurité. Donc sur la sécurité, on a depuis un peu plus d'1 an renforcé notre approche et on applique du coup aussi ça sur la partie IA avec une initiative qu'on appelle Secure Future Initiative, SFI, qui a 3 grands piliers. Un premier de sécurité par défaut, par design, pardon. Donc on va appliquer dans les solutions d'IA, et en IA générative, ça évolue tous les jours, donc c'est assez compliqué aujourd'hui de suivre l'état de l'art, les architectures, les modèles, les mécanismes, les interfaces, mais c'est important d'avoir cette réflexion-là très tôt. Sécurité par défaut pour appliquer un certain nombre de contrôles et de paramétrage. Par exemple, on propose aujourd'hui sur la plateforme Azure plus de 1600 modèles. Souvent, on pense juste OpenAI, mais on a Mistral et d'autres, 1600 modèles, dont 1500 modèles open source. On va, par exemple, scanner régulièrement et automatiquement les 1600 modèles qu'on propose pour vérifier qu'il n'y a pas de code dedans, que l'architecture du modèle correspond à ce qui a été publié par le concepteur du modèle dans sa carte d'identité
complexité, voilà, faire un certain nombre, et pour des grands modèles, faire du red teaming dessus. Donc ça, c'est vraiment l'application aussi par défaut. Et puis, il y a l'application dans les opérations, c'est-à-dire comment est-ce que je vais contrôler au quotidien, et on va voir que l'IA générative pose un certain nombre de challenges. Et puis sur la partie, alors sur d'autres dimensions, notamment la partie IA responsable, qui s'appuie beaucoup, c'est une analyse de risque pour le coup, l'IA responsable, qui est très proche du framework NIST, qui inclut notamment, donc je vous ai cité tout à l'heure les grands principes, hein, dont la sécurité, mais pas uniquement, qui est très opérationnel. Ce n'est pas seulement des principes, c'est vraiment des outils, je vous donnerai des exemples, et qui comprend une partie d'assessment de risque qui est très, très proche d'un assessment de risque IA ISO, qui est l'ISO 42005. C'est la même approche. Donc on va retrouver des composantes de sécurité dans cette approche. Donc si on parle d'approche par les risques, il y a le premier pan, évidemment, ça reste une solution d'IA, cette solution d'IA ou d'IA générative. Donc il y a tous les mécanismes de sécurisation ou d'attaque classiques. Ça reste du logiciel, ça reste du code, ça reste des plateformes. Donc je ne vais pas couvrir ça, je vais m'intéresser peut-être à ce qui est un peu différent. Donc l'ANSSI vient de publier un guide de recommandations sur les systèmes d'IA générative. On va retrouver un certain nombre de pans, de modules d'architecture, alors qui est intéressant, mais qui s'adresse essentiellement à la partie sécurité. Et un de mes messages ce soir, c'est vraiment de comprendre qu'il faut vraiment travailler en mode red teaming, mais de façon très, très concrète. Ce n'est pas qu'une affaire de sécurité pure, l'IA générative notamment, qui a d'autres dimensions qui doivent être prises en compte, que tout est interconnecté beaucoup plus qu'avec d'autres systèmes. Donc, ce qui va changer principalement, c'est qu'avec ces IA génératives notamment, on peut les attaquer en leur parlant, donc en langage naturel. Ça va avoir beaucoup d'impact. C'est pas j'ai une vulnérabilité critique connue, est-ce qu'elle est disponible ou est-ce qu'elle est patchée, est-ce que c'est blanc ou noir. On va voir que là, on est dans un monde où la panoplie de possibilités d'entrer, de décaler le modèle, de lui faire des choses est presque infinie. Et ça touche à la fois le système lui-même. Donc là, vous avez une vision un peu au niveau, on va dire, des grands éléments qu'on va trouver dans une application GenAI. On parle beaucoup des modèles, mais donc ça c'est le grand bloc horizontal rectangulaire. Donc on va parler de toutes les problématiques, je reviendrai dessus, de la façon dont le modèle est entraîné, les attaques qui peuvent arriver à ce moment-là, la chaîne évidemment et tout le socle qui sert à faire tourner ce modèle, l'infrastructure associée. Donc ça c'est la partie modèle et infrastructure. Mais vous avez toute la partie vérification des entrées et des sorties, donc des entrées qu'on appelle des prompts ou les sorties qu'on va appeler des réponses, qui passent au travers d'une couche applicative qui va plus ou moins bien traiter les risques associés à ces informations. Vous avez une couche qui est de plus en plus utilisée, on parle beaucoup d'agents maintenant et on va en parler de plus en plus d'orchestration. L'orchestration, c'est la capacité d'aller s'appuyer sur le modèle pour aller déclencher un certain nombre d'actions. Ces actions peuvent être ce qu'on appelle du RAG, donc aller chercher de l'information dans des bases documentaires ciblées. Donc en fonction de ma question, le modèle, dans sa couche d'orchestration, va détecter que c'est une question qui concerne un produit particulier et va aller appeler une fonction qui va être du RAG, qui va permettre d'aller chercher l'information sur les caractéristiques de ce produit, par exemple. L'orchestration va pouvoir aller appeler ce qu'on va appeler des plugins, des extensions, des compétences, des skills, qui sont des moyens d'aller accéder à un autre système d'information, comme un plugin traditionnel, mais c'est l'IA qui va décider de dire, dans la commande de l'utilisateur, c'est finalement crée-moi un ticket d'incident parce que mon ordinateur fonctionne mal. Je vais aller peut-être faire d'abord du RAG dans l'orchestration pour comprendre le problème et dire, il y a peut-être ça à faire pour essayer de régler le problème. Si ce n'est pas le cas, appeler une action, un plugin, qui va être un appel API notamment, qui va se faire directement par le modèle. On appelle ça de l'appel de fonction. Et évidemment, d'autres applications. Si je fais du calcul mathématique, pour faire de la simulation, je vais appeler d'autres algorithmes que de l'IA,
mais c'est l'IA qui peut faire ça. Et donc on est dans un monde assez nouveau, qui est un monde complètement non déterministe, dans lequel voilà, la combinatoire, on est dans des statistiques, amène des nouvelles menaces potentielles. Donc si on regarde l'usage d'un côté, on a l'application, c'est le même schéma que tout à l'heure, un tout petit peu plus détaillé. Donc on va retrouver en bas les différents accès que pourrait avoir ce modèle ou cette application à de la recherche d'informations sur le web ou dans des sources de données, dans des appels applicatifs ou des appels de fonctions, d'API, et puis la partie modèle de l'autre côté. Donc du côté modèle, plein d'attaques qui peuvent être des attaques de vol de modèles. Là, on va toucher à des problématiques de sécurité in fine et aussi de propriété intellectuelle, de ce qu'on appelle l'empoisonnement des données, donc injecté dans les jeux d'entraînement des modèles. Et donc malheureusement, sur beaucoup de plateformes où vous avez quantité de modèles d'open source aujourd'hui de disponibles, il y en a une non moins grande quantité qui ont été adaptés, fine-tunés par des gens qui ont injecté des commandes pour aller essayer d'aller récupérer de l'information, détourner le modèle de son usage. Donc ça, il y en a plein à disposition sur les plateformes, malheureusement. Et puis des vulnérabilités qu'on va avoir dans le modèle lui-même parce qu'il a été mal conçu ou parce qu'on ne maîtrise pas encore complètement cette technologie. Encore une fois, on est dans de la statistique. On a du côté utilisateur les attaques plus directes, hein, donc dans l'injection des commandes. Donc je vais aller essayer de détourner, je vous donnerai un exemple très, très récent sur le sujet. Tout ce qui va être obtention d'informations, voilà, copie-moi telle information sur tel lien URL ou tel lien de WebSocket. Alors, ça nécessite éventuellement d'autres attaques ou d'autres prises en main ou des accès plus classique, une combinatoire évidemment des deux qui va arriver. Voilà. Un certain nombre d'attaques côté échange d'informations, si je simplifie. Et puis on va trouver évidemment dans tous les appels que fait le modèle pour son orchestration, à la fois des man in the middle quelque part ou des redirections vers d'autres sites. Au lieu d'aller sur le site web, je vais sur un proxy qui va faire d'autres choses, par exemple, ou bien je vais aller appeler des fonctions en plus qui ne sont pas les fonctions attendues par la personne qui a créé l'applicatif. Et puis évidemment, on va retrouver au niveau des plugins, des extensions, des skills, à la fois tous les problèmes de sécurité traditionnels, plus des problématiques là aussi liées à la manière dont cette information va être véhiculée. Si je me mets au milieu et que je change la manière dont la commande de l'utilisateur arrive au plugin, que j'ai un peu modifié aussi le plugin, je peux injecter là aussi quelque chose qui va déclencher dans le modèle que j'ai peut-être empoisonné en amont, et après on peut cumuler évidemment les attaques, une exfiltration d'informations. Donc on a plein de types d'attaques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc on identifie un peu tous les jours, à la fois des attaques directes. Donc des attaques directes, c'est je viens attaquer la commande d'entrée de la solution, ou des attaques indirectes, je viens attaquer des informations complémentaires qui ont été extraites de documents, extraites d'une source d'information, extraites d'un appel API pour venir détourner le modèle de son usage un peu plus loin dans la chaîne. Là, juste un exemple un papier qui s'appelle Mad Prompting, qui a montré là, très récemment voilà, un exemple d'une nouvelle attaque. En fait, au lieu de poser la question, on décrit la problématique sous forme d'un problème mathématique. Et donc on va décrire, on va dire, il y a un ensemble avec, dans cet ensemble qui est inclus dans un autre, il y a des actions, et puis ces actions, elles permettent de désactiver un système de sécurité. Et puis pour chaque action, il faut regarder si un prédicat ou un théorème peut être prouvé. Enfin, on tourne vraiment la demande qui est là, en l'occurrence. En gros, comment est-ce que je peux attaquer une banque qui serait bloquée par des mécanismes classiques sous forme d'un
problème mathématique à résoudre et la plupart des modèles aujourd'hui laissent passer ce genre de choses. Donc évidemment, c'est une course entre mais le terrain de jeu est, comme je disais tout à l'heure, est assez infini entre ceux qui vont trouver de nouvelles manières de poser la question et les filtres qu'on va pouvoir mettre derrière. Donc on a besoin finalement d'avoir cette... Puisque c'est un modèle statistique, qu'on est dans des problématiques qui sont non déterministes, ce n'est pas blanc ou noir, l'approche par les risques semble assez naturelle, parce que dans une approche par les risques, on vient estimer un degré de risque, sécurité ou d'autres domaines, un degré de potentiel d'impact, et puis prendre la mesure déjà de ce risque qu'on a identifié pour trouver des moyens de rémédiation, et puis in fine décider de faire ou pas faire. Et donc c'est l'approche qu'on a avec l'IA responsable très en amont dans le design. On va analyser tous les risques, étudier leur impact potentiel et puis mettre en place les éléments qui permettent d'avancer. Donc vous allez retrouver voilà, le même modèle, c'est un peu en poupée russe ici, qu'on a vu jusqu'ici, hein, donc le modèle dans son infrastructure, des mécanismes qu'on va pouvoir encadrer autour du modèle. On va pouvoir rajouter des mécanismes autour de la vérification des messages, des informations qui circulent entre l'utilisateur, le modèle et vice-versa, la couche applicative et puis la couche utilisateur. J'ai fait ici, c'est à titre illustratif, un exercice de mapping de l'OASP a publié ce qu'ils estiment être les 10 risques principaux pour des applications à base d'IA générative. Donc j'ai mis ces risques à droite, je les ai posés en face de ces grands éléments de poupée russe. Et puis j'ai essayé de poser également, voilà, si ça touchait ces risques uniquement de la sécurité ou finalement de la sécurité, de la confidentialité ou de la sûreté. Et donc non seulement il faut avoir une approche par les risques, mais voilà, plus transverse qu'auparavant, sortir de l'approche uniquement sécurité, parce qu'il y a une interaction très forte dans les solutions d'IA générative entre sécurité et confidentialité, parce qu'on est dans la gestion d'informations, et que c'est beaucoup moins cloisonné en tout cas que dans les systèmes traditionnels. Voilà. Mais après, on peut faire un exercice de ce type-là, c'est-à-dire que j'ai identifié, donc là j'ai pris les 10 top risques qui sont décrits, et puis on va faire une matrice d'assessment, on va dire voilà, quel est l'impact potentiel, donc c'est ma vision là, et elle est adaptée évidemment après à chaque fois, à chaque cas d'usage, à chaque domaine, à la réglementation, mais quel est l'impact potentiel, quelle est la probabilité dans le contexte que je maîtrise que ce risque arrive, et donc ça me donne un niveau qui est acceptable ou pas. Ça me donne une priorisation aussi pour aller travailler sur les rémédiations, sur les contrôles que je vais pouvoir faire. Puisqu'encore une fois, on n'est pas dans... à gauche, j'ai une liste de vulnérabilités critiques connues, et puis à droite, je les ai patchées ou pas. On est dans un champ de possibles, parce qu'on est dans un système non déterministe, qui est très complexe, qui encadre de l'échange d'informations avec des utilisateurs ou utilisatrices qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes pas toujours correctement formés, acculturés à utiliser ces modèles, à être critiques. Donc c'est un mécanisme qui est assez complexe. Donc si on regarde de ce qu'on peut faire en termes de rémédiation par rapport à ces grands risques, alors sur la partie utilisateur, il y a évidemment un peu comme on fait je sais pas, des campagnes de phishing plus classiques, c'est de l'acculturation, on peut utiliser de l'IA pour générer des données synthétiques et faire des entraînements pour aider les gens à savoir correctement poser des contextes, correctement vérifier les réponses, poser plusieurs questions. On utilise l'IA d'une façon trop simpliste aujourd'hui en questions-réponses. Les nouveaux modèles, avec les agents notamment, ont facilité ce dialogue comme on a avec quelqu'un finalement. On pose une question, on repose une autre question contradictoire pour être sûr qu'on a bien compris, on reformule. Voilà, c'est pas le moteur de recherche à l'ancienne, on est vraiment dans un dialogue. Donc ça, c'est la partie utilisateur, avec évidemment, on voit de plus en plus de Shadow AI se développer dans les entreprises. Donc, je reviendrai sur un outil qui permet d'aller regarder ce point-là. Il y a des centaines de sites web, de services SaaS un peu partout qui font de l'IA, et voilà, force est de constater que beaucoup d'employés utilisent ce genre de solutions.
Puis après, il y a la partie applicative, avec l'évaluation et le monitoring qu'on peut faire. Je dis, on a 1600 modèles, comment je choisis le bon modèle? Est-ce que ce modèle-là, il a les bonnes caractéristiques en termes de robustesse par rapport au risque que j'ai identifié? Et vous voyez que on va vite rentrer par domaine d'application ou par cas d'usage. Ce n'est pas quelque chose qui peut être traité d'une façon complètement générique. Et donc, on va avoir une approche comme on a en sécurité, mais plus large, avec une approche red teaming, où on va avoir des gens qui vont... et donc, en IA, on a non seulement des experts de sécurité, mais des experts en sociologie, parce que l'ingénierie sociale, elle est aussi prépondérante dans les attaques en GenAI, des gens qui vont être spécialistes de l'interface utilisateur, des gens qui vont être spécialistes de tout un tas d'autres technologies que purement, on va dire, le domaine de la sécurité. Pour avoir cette vision, on est souvent en mode d'attaque qu'on appelle double blind. On change un peu de façon de travailler avec le red teaming en IA. Parce qu'on est dans un domaine où c'est encore une fois moins blanc, moins noir. Donc on a besoin d'aller de tester, de combiner, et on peut utiliser de l'IA aussi générative pour faire ça. On n'est pas sur un terrain de jeu assez stable comme dans le reste du système d'information. On est sur des technologies, des frameworks qui évoluent tous les jours. Hier, on pouvait avoir autorisé d'utiliser un certain framework open source et détecter une vulnérabilité critique dans ce framework et du coup avoir à l'arrêter le lendemain ou en tout cas à mettre en place une rémédiation. Donc ça nécessite aussi des capacités à aller regarder plus largement. Donc on commence à parler aussi de rainbow teaming, c'est-à-dire aller un peu plus loin sur la sécurité, sur les logiques d'IA responsables, sur la conformité, sur trust and control, des fonctions qui sont trop souvent silotées, où là, vraiment sur la partie solution de GenAI, on a besoin de mettre tout le monde autour de la même table, parce que chaque dimension impacte potentiellement les autres, encore une fois beaucoup plus que dans les mécaniques traditionnelles. Il faut aussi aller plus vite pour répondre à des nouveaux risques identifiés ou des nouvelles attaques qui peuvent surgir, qui nécessitent une approche très différente, encore une fois, que juste passer un patch, même si je caricature. Donc on a tout un tas de mécaniques pour ça. Donc chez Microsoft, ça fait 2 ans qu'on a vraiment industrialisé nos équipes, qu'on est passé du red teaming classique sécurité à une démarche AI red teaming. Donc on a développé des outils et donc comme sur beaucoup d'autres choses, c'est un exemple, mais on met à votre disposition sous forme open source tout le jeu d'outils que nous-mêmes on utilise pour faire les red teaming, qui s'appelle le Pirit, voilà, qui est disponible en open source avec ces mécanismes d'entraînement, de formation, de documentation et les outils qui permettent d'aller automatiser une partie de ces travaux. On a tout un tas de mécanismes qu'on a observés également ou qu'on a identifiés dans nos analyses de risque qui nous ont conduit à poser les bases d'un certain nombre de mécanismes de rémédiation qui sont intégrés nativement dans Azure quand vous utilisez Azure AI, que ce soit avec des modèles qu'on expose ou ce sont des services qui sont aussi utilisables avec vos propres modèles ou d'autres modèles que ceux qui sont disponibles dans Azure, où on va revenir sur finalement ce jeu de compréhension du prompt en entrée et de ce qu'on appelle la complétion ou la réponse de l'autre côté, avec donc un jeu de services qu'on appelle AI Content Safety, qui sont encore une fois nativement déployés quand vous déployez un modèle dans Azure, qui contiennent un certain nombre de sous-éléments. Première catégorie, c'est du filtre de contenu qui est sémantique, donc utilise aussi d'autres modèles d'IA. Est-ce que le contenu est à caractère violent, sexiste? Et vous pouvez régler évidemment le niveau, puisqu'en fonction du cas d'usage, si vous êtes en train de traiter un échange d'analyse dans le domaine de la psychiatrie, vous n'aurez pas mettre le même niveau de laisser-passer, on va dire, dans les systèmes que si vous êtes en train de répondre à des questions sur des produits grand public. Vous avez des mécanismes qui évoluent quasiment quotidiennement de détection de jailbreak, donc des types de prompts, d'attaques qui peuvent utiliser d'autres langues, qui peuvent utiliser du codage, il y en a qui ont fait des attaques en verlan qui marchaient bien sur des modèles. Donc ça, c'est un filtre qui va détecter les vulnérabilités connues ou les plus statistiquement possibles.
Voilà, puis c'est un jeu de chat et de la souris, évidemment, et il y a un travail permanent à faire, à la fois sur les injections directes et indirectes, puisque ce sont des filtres qu'on peut mettre un peu partout dans la stack applicative. Et puis des filtres sur la qualité et la sûreté, notamment, si je prends l'exemple d'un élément très important dans les IA génératives, c'est la capacité à répondre sur des données et d'éviter les hallucinations. Donc on avait déjà un service qui s'appelle un service d'ancrage, de groundedness, qui dit est-ce que dans la réponse, par exemple, je réponds une date, je sais pas, le produit a été mis sur le marché en 2022. Ce système-là va vérifier si, en gros, pour ce produit-là, 2022 existe bien comme date. Je donne un exemple, c'est évidemment plus large et plus complexe, mais dans les données qui ont servi à aller chercher l'information. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une hallucination, c'est que le 2022, s'il n'existe pas comme dans la base de faits quelque part, c'est que le modèle l'a inventé, et donc ça bloque. Et depuis la semaine dernière, on a annoncé un nouveau service qui s'appelle un service de correction. Donc quand le premier service détecte qu'il y a une hallucination, va rechercher dans le document pour ce produit et ce bon contexte, qu'en fait, dans le document, c'était 2023, par exemple, et donc corriger le 2022 automatiquement en 2023 dans la réponse. Évidemment, donner des logs associés pour pouvoir suivre l'élément. On va retrouver ça après dans d'autres types d'éléments, dans des images, dans la protection copyright, dans la protection du code. Si vous êtes dans GitHub Copilot, si le code qui est généré automatiquement est le même que celui d'un code qui est copyright, Copilot va vous dire je ne vous génère pas le code. Donc il va falloir trouver une autre façon de résoudre un autre algorithme ou une autre manière de le générer. Voilà, donc tout ça, c'est des mécanismes qui sont natifs et qui sont vraiment importants à suivre. Après, vous avez ce qu'on appelle l'abuse monitoring, c'est-à-dire, ok, j'ai fait mon travail bas niveau, mais j'ai dit tout à l'heure, est-ce que la solution d'IA, elle répond à ce qu'elle devait faire? Et donc là, on est dans l'usage de la solution elle-même, parce que l'ingénierie sociale, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice pourrait utiliser une solution qui elle-même n'est pas attaquée, mais à des fins de malveillance et pour mettre à mal des aspects de sécurité dans l'entreprise. Et puis ensuite, je parlais tout à l'heure de Shadow AI qu'on voit malheureusement se déployer. Donc on a une solution qui s'appelle Purview AI Hub. Donc Purview, c'est la solution qui permet de gérer les niveaux de sensibilité des données. Donc qui va faire que nativement dans Copilot ou dans une solution que vous allez développer, vous allez pouvoir tracer, non seulement évidemment gérer l'autorisation, mais surtout dire la réponse que je te donne, elle provient d'un document confidentiel. Donc voilà, en gros, fais ton devoir, tu as accès à ce document-là, donc je te donne la réponse, mais ne va pas copier cette réponse à quelqu'un qui n'aurait pas le même accès. Et on a avec Purview AI Hub un mécanisme de screening, en gros, avec pour simplifier, des références web notamment, qui vont permettre de détecter tous les usages d'une solution d'IA du marché que vous n'avez pas autorisé, un appel direct à un portail OpenAI ou d'autres, qui va détecter également des fuites potentielles de données. Donc je veux copier une donnée sensible et la coller dans un navigateur, dans un cloud externe, dans une messagerie qui n'est pas la messagerie d'entreprise, je vais avoir une détection et un blocage. Voilà, donc ça, c'est pour éviter cette partie d'usage en dehors du cadre. Vous avez vu que déjà dans le cadre, il y a beaucoup de choses à faire. Donc maintenant, juste pour dire, voilà, dans l'informatique traditionnelle, on a déjà beaucoup de choses à traiter avec l'IA générative. Vous donner une autre perspective, c'est pour certains cas d'usage, un usage intéressant d'un nouveau mode de calcul qui s'appelle le calcul confidentiel. Donc on avait l'habitude de chiffrer les données au repos, de chiffrer les données en transit. Avec le calcul confidentiel, on chiffre les données en permanence en mémoire. Donc même s'il y a un crash de la machine, le dump il est chiffré. Il est chiffré avec des clés qui appartiennent à la personne qui a autorisé, lancer le service. Donc on peut utiliser des gestionnaires de clés on-prem. Et le seul qui a l'autorité de déchiffrer les données, c'est le processeur. Donc c'est vraiment
dans le bus du processeur que se fait le déchiffrage, nulle part ailleurs. Donc même si on l'arrêtait, qu'on allait pouvoir voir, on verrait voilà, quelques longueurs de trame de bus éventuellement déchiffrées, si on était capable d'en faire un instantané, mais c'est tout. Et donc dans ce mécanisme-là, les fondeurs ont vu l'intérêt d'aller amener ces fonctionnalités et ça évolue régulièrement. Donc on a pour le calcul déjà classique, parce qu'une application d'IA générative, c'est pas que de l'inférence, AMD et Intel qui proposent, et donc on propose sur Azure des machines virtuelles, des machines Kubernetes, on a même du SQL, on a un Ledger, un peu comme l'équivalent de ce qu'on avait avec les technologies blockchain, mais en mode confidentiel, des coffres-forts confidentiels, et puis avec NVIDIA, on a du GPU confidentiel, donc dans lequel seul au bas niveau dans le GPU se fait le déchiffrement de la donnée qui est rechiffrée derrière. Et donc seule la personne qui, in fine, reçoit le résultat et qui a la clé. Et donc si ma clé, elle est dans mon coffre chez moi, sur site, il n'y a que moi qui peux avoir accès au résultat. Et donc on a annoncé la semaine dernière un premier service, hein, c'est le début sans doute de nombreux autres, mais c'est aussi un exemple que vous pourriez vous-même développer à base des composants qui sont déjà disponibles sur Azure. C'est un service d'inférence confidentielle, c'est-à-dire qui est vendu sous forme de service, qui pour l'instant intègre un modèle d'IA particulier qui est le modèle Whisper, qui permet de faire de la traduction de voix, texte, texte-voix. Donc, par exemple, j'ai à analyser des conversations sur des traders dans le cadre d'analyse de conformité. J'ai besoin de scaler cette transcription pour ensuite faire l'analyse peut-être on-prem avec des systèmes classiques de conformité. Je vais pouvoir m'appuyer sur le cloud et sur un environnement confidentiel. Encore une fois, toutes les données que vous allez monter, elles peuvent être chiffrées chez vous avec vos clés. Il y a une signature au moment des mécanismes d'attestation. Vous voyez ici, il y a un gestionnaire de clés. Donc là, en gros, la machine, quand elle va se lancer pour aller faire la transcription de la voix en texte, elle va aller réclamer la clé au coffre. Ce coffre peut être aussi chez vous ou dans un coffre confidentiel dans Azure. Le coffre va vérifier que la machine qui demande cette clé a bien le droit de demander la clé, que la signature du logiciel qui est dedans, que vous avez chiffré chez vous avant de l'envoyer dans le cloud, n'a pas été modifiée, que la machine n'a pas été altérée. Voilà, et à ce moment-là, va donner la clé au processeur qui va l'utiliser le temps de son besoin et ensuite restituer les résultats en les chiffrant également. Voilà, donc une approche qui est intéressante avec très peu de baisse de performance. Il faudrait que je regarde les derniers benchmarks sur cette partie inférence, mais en tout cas, en général, sur du calcul, on est à 5-8% maximum de baisse de perf. Ça veut dire que comme les processeurs évoluent en permanence et que vous avez les derniers processeurs de disponibles dans ces machines, vous avez sans doute une meilleure perf que dans la plupart des machines déjà déployées, mais avec cette capacité d'IA confidentielle. Voilà, je suis arrivé au bout de grand sujet sur peu de temps, mais si je devais résumer, donc on est dans un domaine un peu nouveau avec des nouvelles surfaces d'attaque. Un domaine d'IA générative qui est hautement statistique et donc non déterministe, qui nécessite une nouvelle approche, une bonne approche puisqu'on est dans de l'estimation de vulnérabilité, c'est d'aller travailler sur de l'estimation de l'impact, c'est-à-dire une approche par les risques, d'avoir une approche qui est plus large que d'habitude, qui n'est pas uniquement centrée sur des aspects de sécurité, sans oublier la base qui est évidemment commune à ces applications comme à d'autres, mais sur la partie génération d'IA proprement parlée. Et avoir cette approche peut-être zéro trust, par exemple dans l'isolation, dans les agents, quand vous allez chercher un plugin qui va appeler le web ou qui va appeler une API, c'est faire traiter ces appels-là dans des bulles isolées, leur donner accès qu'aux informations dont elles ont besoin à ce moment-là pour opérer leur service. On a mis en place des nouveaux mécanismes, notamment dans Windows, pour augmenter encore ses capacités de micro-virtualisation. Ne pas oublier le facteur humain. Deuxième point peut-être clé à retenir. Voilà, il y a le modèle, mais on l'a vu, il y a aussi la façon dont on l'utilise, dont on le critique, dont on se sert des données. Et c'est autant un facteur de risque aujourd'hui que le modèle lui-même.
comprendre quelles sont les métriques qui sont disponibles pour analyser, pour utiliser la télémétrie, les logs et mesurer en fonction du domaine d'usage que vous avez, des cas d'usage, sur les différents critères. Il y a les risques, il y a la sécurité, la sûreté, et puis il y a la qualité, la fiabilité du système qui doit remplir et c'est encore plus qu'avant un trade-off avec ces nouveaux modèles. Plus vous allez encadrer, mettre de contrôle ou de garde-fous sur la manière dont le message est passé au modèle, hein, le prompt, plus peut-être vous obérez de capacité de l'utilisateur ou l'utilisatrice qui va peut-être inventer une nouvelle façon de poser la question, d'avoir un bon résultat. Donc il y a vraiment un trade-off là encore plus important qu'avant à trouver, un équilibre à trouver entre les deux, et donc une observation temps réel à faire. Ça c'est peut-être le troisième point. Le dernier, je viens d'en parler, mais c'est vraiment il y a une approche de base qu'on peut avoir, il y a des grands principes. Et puis après, donc ça c'est l'approche, vous avez tous les documents disponibles sur Internet. Là, on a partagé aussi tous nos process, nos méthodes d'analyse de risque, donc cadre IA responsable, vous trouverez tout documenté. Donc ça c'est l'approche de base que nous on a intégrée de façon obligatoire partout dans tous les process, dès qu'on fait de l'IA, pas que générative, ça fait déjà 7 ans. Moi je suis responsable pour la France de ce sujet. Voilà, toute solution, même une démo qui est faite à un client, doit passer dans ce mécanisme d'analyse de risque. Et évidemment, plus on s'approche de la production, plus ça devient important. Voilà. Et donc, dernier point, c'est souvent une approche qui est liée à la contextualisation et en même temps à plus de communication. Voilà, donc, on recentre un peu le périmètre d'analyse et en même temps, il faut arriver à désiloter les échanges, c'est l'approche Red Teaming ou Rainbow Teaming AI, pour avoir cette vue multi-compétences et mettre à jour peut-être l'acculturation ou les process de gestion de risque dans l'entreprise qui ne sont pas toujours dans la culture de toutes les entreprises non plus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. Merci Maria. On donne rendez-vous à toutes les personnes qui auraient, et j'en suis sûre, il y aura plein de questions sur tout ce que tu as présenté sur le stand de Microsoft au forum 2 sur la gauche. Je ne me rappelle pas du numéro, tu le sauras mieux que moi. Et en tout cas, pour ce soir, rendez-vous au Méridien à partir de 20h pour une soirée pluvieuse mais heureuse. Voilà. Merci.